Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, nous poursuivons notre présentation sur les relations diplomatiques et nous aborderons maintenant le personnel diplomatique. Alors, nous avons vu que l'État qui envoie le personnel est l'État accréditant, alors que l'État qui reçoit le personnel est l'État accréditaire. Nous poursuivons donc avec les mêmes expressions. Alors, on fera une distinction ici entre le chef de mission et le personnel de la mission, en ce qui concerne, excusez-moi, la possibilité de les envoyer dans l'État accréditaire. Alors, en ce qui concerne l'État accréditant, celui-ci doit s'assurer qu'il a l'accord, l'agrément de l'État accréditaire. Donc, un avis est envoyé identifiant le chef de mission qui sera éventuellement envoyé ou qu'on entend envoyer. Et l'État accréditaire peut refuser ce chef de mission et d'une façon tout à fait discrétionnaire et sans qu'il n'y ait besoin d'expliquer sa décision. Donc ici, un avis sera envoyé. C'est ce qui permet de s'assurer que finalement le chef de mission pourra répondre à certains critères de l'État accréditaire. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, un chef de mission qui avait été choisi par le Mexique pour être envoyé au Canada pour représenter le Mexique, était un ancien gouverneur d'un État dans lequel il y avait depuis de nombreuses années un important féminicide. Comme vous le savez, il y a dans certaines régions plus de 2 femmes qui disparaissent par jour. Et puis voilà, donc en envoyant ainsi le nom à l'avance, le Canada aurait pu, s'il l'avait voulu, refuser cette personne en disant que non, une personne qui ne protège pas bien les femmes dans son État n'est pas digne d'être le représentant de son État accréditant au Canada. Donc c'est une possibilité qui était offerte au Canada qu'il aurait pu utiliser s'il le voulait. Une fois que la personne, donc le chef de mission, a été désigné de la sorte auprès de l'État accréditaire, la première chose que devra faire cette personne, donc le chef de mission, ce sera de présenter ses lettres de créance auprès du chef de l'État. Comme vous le voyez sur la photo que j'ai sélectionnée ici, au Canada, c'est naturellement le gouverneur général qui a pour mission de recevoir ces lettres de créance. Ici, en l'occurrence, c'est l'ambassadrice de la France. Alors, l'État accréditant, donc, après un État accréditant, ici, je vais donner le principe rapidement pour quelques diapositives. Un État accréditant peut, par exemple, ne pas avoir les moyens de nommer des ambassadeurs, des chefs de mission pour chacune de ses représentations à l'étranger. Donc, l'État, avec l'accord de l'État accréditaire, naturellement, pourrait tout à fait désigner un ambassadeur, un chef de mission pour plusieurs représentations, voire même accréditer cette personne auprès de quelques États et d'une organisation internationale. Prenons la situation où un État enverrait donc un ambassadeur en Belgique, à Bruxelles, et il pourrait en profiter donc pour accréditer cet ambassadeur auprès de l'OTAN en même temps. Donc la personne est sur place déjà. Vous voyez ici quelle est la logique. Alors évidemment, ça nous prend l'accord de l'État accréditaire. Le Vatican, par exemple, n'accepte pas que les ambassadeurs soient les mêmes que les ambassadeurs accrédités auprès de l'Italie, qui n'est pourtant pas très loin. Hein? Donc ils tiennent à avoir leur propre ambassadeur pour les États accréditants, donc auprès du Vatican. À l'inverse, on pourrait avoir également, excusez-moi, encore une fois, j'ai changé de diapositive. À l'inverse, on pourrait avoir une situation dans laquelle plusieurs États désigneraient un même ambassadeur, toujours dans la même logique, dans le but, donc, but d'économie sans aucun doute. Il faut faire attention, il s'agit ici de la situation où plusieurs États accréditent une même personne à titre de chef de mission. Il ne s'agit pas de la situation où plusieurs missions pourraient, par exemple, partager les mêmes locaux. Ça, c'est tout à fait possible. Des États, pour économiser, peuvent tout à fait louer un bâtiment, par exemple, et on se divisera le bâtiment, voire même partager certaines tâches administratives, partager certains frais, certains achats, etc. Sauf que ici, formellement, nous aurons accrédité auprès de l'État accréditaire
deux représentations différentes avec deux chefs de mission différents. Ce n'est pas le même cas. Ici, c'est véritablement l'État A, B et C, les États A, B et C qui désigneront la même personne comme étant donc le chef de mission auprès d'un seul État accréditaire. Les chefs de mission sont répartis en trois classes que nous avons identifiées ici sur cette diapositive. Ça ne veut pas dire grand-chose formellement. Il n'y a pas de distinction qui est effectuée entre les chefs de mission, quelle que soit leur classe. Essentiellement, c'est pour des questions protocolaires. Par exemple, il pourrait arriver que on tienne une cérémonie protocolaire chaque année, donc dans un État. Le président français, chaque année, reçoit les ambassadeurs des différentes missions, donc accrédités auprès de la France. Naturellement, dans ce contexte, il pourrait y avoir classification en vertu des classes, mais sinon, qu'un ambassadeur soit un ambassadeur accrédité auprès des chefs d'État ou un ambassadeur accrédité, un ministre, excusez-moi, accrédité auprès d'un chef d'État, formellement, il aura le même accès au ministère des Affaires étrangères pour effectuer sa mission. Alors, si le poste d'un chef de mission est vacant, il pourrait arriver que l'on nomme un chargé d'affaires ad interim. Alors, on peut ici imaginer une variété de situations. Première situation beaucoup plus importante, un État donc a l'intention de marquer son désagrément auprès de l'État accréditaire. Alors, on fait revenir donc son ambassadeur pour consultation et dans l'intervalle, on nommera donc un chargé de mission, un chargé d'affaires qui sera chargé de faire tourner la boutique. Hein? Alors évidemment, cette personne n'a pas le crédit ni l'importance voulue pour jouer le même rôle que l'ambassadeur, mais il va s'assurer que l'ambassade continue à fonctionner. Et ça peut aller jusqu'à une situation beaucoup plus simple. Nous sommes en été, c'est les vacances. L'ambassadeur doit donc prendre ses vacances et rentrer dans son pays d'origine, ou peu importe, aller n'importe où. Il faudra bien qu'il y ait un responsable dans la représentation, dans l'ambassade. Dans ce cas, on enverra une note verbale indiquant qu'il y a un chargé d'affaires ad interim qui sera chargé, ce sera naturellement le premier secrétaire hein, de l'ambassade, qui sera chargé de faire tourner l'ambassade en l'absence de l'ambassadeur. Donc, toute une série de possibilités. Le personnel même, donc, de la représentation ou de l'ambassade, donc dans un État, alors, on le sait, c'est l'État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission, mais il doit toutefois envoyer un avis à l'État accréditaire. Une exception en ce qui concerne les militaires, donc qui, eux, pourront, à la demande de l'État accréditaire, donc on pourra être obligé de transmettre les noms à l'avance pour fin d'approbation. Il n'est pas exceptionnel qu'il y ait des militaires ou qu'il y ait, par exemple, des responsables de la sécurité qui soient dans une ambassade pour collaborer avec les autorités de l'État accréditaire. Non, ce serait tout à fait possible ici. On peut penser à une situation, on pense pas uniquement ici, je ne pense pas à une situation d'espionnage, mais pensez à une situation, par exemple, où il y a, pour une raison X, de nombreux kidnappings, d'enlèvements donc de parents par des parents de leurs enfants et qui vont dans un pays déterminé. Il y aura sans doute ici des policiers donc qui seront accrédités auprès de l'État accréditaire pour collaborer, pour faciliter l'exécution de jugements ou autres. Donc, de nombreuses situations sont tout à fait possibles ici. Donc, sont notifiés, comme vous le voyez, au ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire, donc la nomination des membres de la mission, l'arrivée et le départ du personnel, l'engagement de nouveaux personnels. Donc, vous voyez ici quelle est l'idée. Le ministère des Affaires étrangères est tout à fait accrédité de savoir qui se trouve exactement dans une mission, donc dans une ambassade. Ceci étant dit, par ailleurs,
Normalement, il devrait y avoir eu un accord au tout début lors de la création de l'ambassade pour déterminer combien de personnes, donc le nombre d'agents qui devraient travailler dans cette ambassade. S'il n'y a pas eu semblable accord, le nombre devra être normal, suivant le jugement de l'État accréditaire qui pourrait tout à fait décider qu'il y a trop de personnes dans une ambassade déterminée, trop de personnes qui peut-être se promènent et prennent des photos ou que sais-je dans différentes régions. Donc, les membres du personnel diplomatique de la mission ont en principe la nationalité de l'État accréditant. Donc, c'est bien en principe, hein, nous l'avons vu, mais on comprend que dans la mesure où le droit international permet qu'un ambassadeur représente plusieurs États, bien, il est fort à parier que cette personne n'aura pas nécessairement la personnalité de tous les États. Donc, ce n'est pas une condition rédhibitoire. Une personne peut avoir la nationalité autre que celle de l'État accréditant. En ce qui concerne les membres du personnel diplomatique, il pourrait arriver que ce personnel soit choisi parmi les ressortissants de l'État accréditaire. Vous comprenez que dans une ambassade, par exemple, la personne qui est à la réception peut tout à fait être une personne donc de l'État accréditaire et n'a pas à être une personne de l'État accréditant, d'autant plus qu'elle n'aura probablement pas accès à des informations qui soient très sensibles. Alors, l'État accréditaire peut à tout moment indiquer à l'État accréditant, et cela aussi est tout à fait discrétionnaire, peut lui indiquer qu'un membre de son personnel n'est plus souhaitable sur son territoire. Donc, cette personne sera déclarée persona non grata et l'État accréditant n'aura d'autre choix que de retirer la personne, donc de faire revenir la personne. En fait, le droit international prévoit qu'à partir du moment où l'État accréditaire a signifié à l'État accréditant qu'un de ses agents est persona non grata, cette personne doit quitter le territoire dans un délai raisonnable. Le droit canadien a précisé ce délai raisonnable en disant qu'il s'agit d'un délai de 10 jours. En conséquence, il pourrait tout à fait arriver que le 11e jour, cette personne qui se trouve toujours sur le territoire canadien, bien que toujours un employé de l'ambassade, puisse être arrêté par les policiers canadiens, puisqu'on ne lui reconnaîtrait plus les avantages normalement accordés au personnel diplomatique de l'État accréditant. Donc, à défaut d'accord sur l'effectif de la mission, je vous l'ai dit, celui-ci doit être maintenu d'une façon raisonnable. Donc, quelle est la classification de ce personnel dans une mission diplomatique? Vous l'avez à l'écran. Donc, naturellement, il y a le chef de mission, hein, ici. Parfois, on le voit hein, sur les plaques d'immatriculation des automobiles de la mission. Lorsque vous voyez que la plaque d'immatriculation de l'automobile porte le sigle CMD, cela signifie chef de mission diplomatique. Parfois, on voit tout simplement CD, ce qui veut dire corps diplomatique, ou CC, corps consulaire. Donc, il peut arriver qu'à Montréal, on voit des plaques CD, donc corps diplomatique, puisqu'il y a des personnes qui sont donc nommées par des États auprès de l'Organisation de l'aviation civile, donc de l'ONU, et ces personnes ont statut donc de diplomate. Il peut y avoir des plaques donc CD du Québec, et il peut y avoir naturellement aussi des plaques CC, corps consulaire du Québec, puisque nous avons un bon nombre de consulats ici à Montréal. Donc, le chef de mission et après cela, il y a le personnel diplomatique qui se divise, le personnel de la mission, excusez-moi, qui se divise en 3 catégories. Le personnel diplomatique, c'est-à-dire véritablement ceux qui ont le statut diplomatique ici. Alors, eux-mêmes sont catégorisés en strates. Là. Vous avez le premier secrétaire, le deuxième secrétaire, le troisième secrétaire. Il peut y avoir plusieurs troisièmes secrétaires. Donc, vous voyez, c'est généralement dans cette façon qu'ils sont catégorisés. Et il y a le personnel administratif et technique.
Hein, ce ne sont pas des personnes qui ont vocation à s'adresser donc aux autorités de l'État ou à représenter leur État, mais qui ont des fonctions administratives ici. Alors, on peut penser à toute une série de services qui pourraient être accordés, recherche, ça peut même être des personnes d'entretien, hein, également si on a une grande mission et qu'on ne peut pas faire venir des plombiers qui sont rattachés au service secret de l'État accréditaire. Donc ça peut être toute une série d'individus. Il y a également le personnel de service. Ici, c'est véritablement le personnel de service domestique. Donc, il y a fort à parier, il n'est pas rare, excusez-moi, que l'ambassadeur, par exemple, ait son propre chef pour recevoir les autres représentants des différents États accréditants ou accrédités auprès d'États accréditaires. C'est possible. Moi, j'ai déjà vu des représentations dans lesquelles l'ambassadeur vivait dans un grand appartement, il est vrai, et lorsqu'il recevait quelqu'un, il engageait un traiteur, tout simplement avec des employés pour faire le service. Donc là aussi, ça varie grandement d'un État à l'autre. Alors, lors de préséance, nous en avons parlé. En ce qui concerne donc les immunités du personnel diplomatique, généralement c'est une matière qui intéresse bien les étudiants, là, ces immunités-là ici. Hein. Alors regardons ce que nous dit le préambule de la Convention de Vienne. Alors convaincu que le but des dits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États. Donc, on a ici l'objectif de ces avantages et immunités, ces privilèges et immunités, c'est permettre à des individus d'effectuer leurs tâches et donc de représenter leur État auprès de l'État accréditaire. C'est pour ça qu'on qualifiera donc leur immunité de rationnée matérielle, c'est-à-dire que c'est lié à la fonction et non pas à la personne. Contrairement aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement et aux ministres des Affaires étrangères, qui bénéficient également d'une immunité, je vous renvoie à l'affaire Congo contre Belgique, où on en parle. Et dans cette affaire, on précisera que l'immunité de ces trois individus est une immunité rationnée personnée, c'est-à-dire que cette immunité suit les individus, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Pour le diplomate, son immunité n'existe que pour ses fonctions, donc elle est mise en application dans le pays où il est en poste. Et cette immunité va être mise en vigueur, si j'ose dire, à partir du moment où il traverse la frontière du pays donc où il doit être en poste, au moment du pays où il sera en poste, ou éventuellement des autres pays qu'il aura dû traverser pour lesquels on lui aura accordé un visa. Donc, en d'autres mots, si vous avez par exemple l'ambassadeur, peu importe de quelques pays qui se trouve à Ottawa, il a droit à son immunité tant qu'il est au Canada, mais s'il décide de partir en vacances à Cuba, mais il n'y aura plus d'immunité à Cuba puisque son immunité est pour effectuer son travail auprès du Canada. Évidemment, s'il est envoyé en mission officielle à Cuba, la question sera différente, mais s'il est là pour ses vacances, bien, écoutez, il est un individu comme tout le monde, donc l'immunité est véritablement liée à la fonction pour lui permettre d'effectuer son travail. Vous avez le personnel diplomatique qui parle ici, donc encore la Cour internationale de justice, qui parle de cette notion d'immunité et puis de son importance. Souvenez-vous que dans cette affaire, c'était justement des diplomates qui avaient été pris en otage. Donc on a parlé de l'importance de cette immunité. Alors, la personne de l'agent diplomatique est inviolable, elle ne peut être soumise à aucune forme d'arrestation ou de détention. Et là, ici, on parle bien de matière criminelle et pénale. Donc, en d'autres mots, sauf évidemment si on parle de matière, grands crimes internationaux. En d'autres mots, si un diplomate pose un acte qui est criminellement répréhensible au Canada, les policiers pourront s'en saisir, hein, cela va de soi. Alors si l'ambassadeur de je ne sais trop quel pays sort une Kalachnikov et se met à tirer dans la foule, évidemment les policiers ne vont pas se mettre à côté de lui en disant ah, « Monsieur l'ambassadeur, c'est pas bien, vous ne devriez pas faire cela ». Ils vont s'en saisir, ils ont le droit, le droit canadien prévoit d'ailleurs que les policiers peuvent se saisir d'un diplomate lorsqu'il pose un acte qui est punissable par 5 ans,
par un minimum de 5 ans donc d'emprisonnement. Tout acte de violence physique est puni par un minimum de 5 ans, là, ça ne pose pas de problème. Donc, on peut s'en saisir, sauf qu'on devra le remettre à ses autorités et le traiter avec tout le respect qui est dû à son statut. Donc, véritablement, immunité ici, et immunité aussi dans le domaine civil, mais avec des exceptions. Donc, la demeure de l'agent aussi jouit de la même immunité. On suppose qu'il pourrait transporter des informations privilégiées donc, dans sa demeure. Il faut le protéger. Les documents, correspondances, tout ce qui se trouve dans sa maison jouissent également de la même immunité. L'agent diplomatique donc jouit de l'immunité pénale et en ce qui concerne les immunités civiles et administratives, il a également une immunité mais qui est plus limitée puisque dans le cadre d'une action civile mais portant sur un immeuble qui lui appartient personnellement et non pas pour les fins de la mission, il n'aura pas droit à la même immunité. Donc, s'il a une question de succession, c'est la même chose. Et des activités professionnelles ou commerciales, donc exercées par l'agent, font en sorte qu'il n'aura pas droit à la même immunité civile. Ceci étant dit, ce doit être exceptionnel parce que normalement, l'agent ne doit pas avoir d'autres activités que son activité professionnelle. Aucune mesure d'exécution. Souvenez-vous qu'il y a deux types d'immunité, immunité donc de juridiction et immunité de juridiction, d'exécution, excusez-moi. Ce que nous avons vu avant, c'était l'immunité de juridiction. En ce qui concerne l'exécution, vous le voyez, aucune mesure ne peut être prise donc, contre l'agent diplomatique. Alors, les membres de la famille bénéficient aussi d'une immunité, et on comprend pourquoi. Il serait facile de les utiliser pour faire pression sur le diplomate. Donc, ils seront également poursuivis dans la mesure où ils font partie normalement du ménage, donc de l'agent diplomatique. Le personnel administratif, personnel de service bénéficie également d'une immunité que vous comprendrez être moindre. Les domestiques privés, donc, qui ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire, ont également une exemption d'impôts et de taxes, mais ma foi, tout cela est très technique, vous pourrez le constater en faisant la lecture du PowerPoint. Ce qui est également important à noter, c'est ce que je vous ai dit au tout début, dès que la personne rentre sur le territoire de l'État accréditaire, elle bénéficie donc de cette immunité ici. Ça pourrait être lorsqu'elle traverse la frontière en auto, lorsqu'elle arrive en avion, peu importe. Si cette personne décède, les membres de la mission et de la famille vont continuer aussi à bénéficier de cette immunité et pourront être protégés donc pour le temps qu'il leur sera nécessaire pour quitter le territoire de l'État accréditaire dans la mesure où ce délai est raisonnable. Cette immunité qui protège donc les diplomates, elle leur est accordée en raison de leur fonction auprès de l'État accréditaire et parce que ce sont des représentants de l'État accréditant. Cette immunité, je vous l'ai dit, est rattachée à la fonction et non pas à la personne. Donc l'immunité appartient à l'État accréditant. C'est l'État accréditant donc, qui en jouit dans une certaine mesure puisque c'est ce qui lui permet de rentrer en relation avec les autres États. En conséquence, l'État accréditant peut renoncer à l'immunité donc de juridiction d'un agent diplomatique. Prenons l'exemple d'un agent diplomatique qui poserait un acte qui serait criminellement responsable. On peut penser ici à quelque chose de relativement simple. L'agent diplomatique qui tue un piéton alors qu'il conduit une automobile en état d'ébriété. Au Canada, c'est criminel. L'État, donc accréditant ici, pourrait tout à fait lever l'immunité de ce diplomate et le diplomate pourrait donc en conséquence être jugé. Comme si tel n'est pas le cas, le Canada pourrait donc déclarer ce diplomate persona non grata et il devrait donc en conséquence quitter le territoire. La renonciation doit être
expresse par contre. Elle doit être expresse, c'est-à-dire que l'État accréditant doit signifier donc au ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire cette levée d'immunité. L'agent diplomatique, donc, est exempté des dispositions de sécurité sociale, etc., etc. Il ne paie pas de taxes, comme vous comprenez, il ne paie pas d'impôts, sauf dans une certaine mesure, il pourrait y avoir certaines taxes à payer. Facteur fondamental. Les agents diplomatiques ne sont pas si vous voulez, relever de l'obligation de respecter le droit de l'État accréditaire. Un agent diplomatique qui est en mission doit respecter le droit de l'État accréditaire. La seule différence, c'est qu'il bénéficie de cette immunité, faisant en sorte que les agents de l'État accréditaire ne pourront le sanctionner. Mais il est tenu de respecter le droit de l'État accréditaire. C'est dans cette mesure, d'ailleurs, où l'État accréditaire pourrait s'appuyer donc sur le non-respect de son droit en vigueur pour déclarer, excusez-moi, un agent diplomatique persona non grata et obliger son départ. Alors, j'ai un exemple ici qui est tout à fait bénin, là, mais par exemple à Strasbourg, auprès du Conseil de l'Europe, évidemment, toutes les personnes, tous les agents diplomatiques qui recevaient une contravention passaient par le biais de leur représentation permanente auprès du Conseil de l'Europe pour faire parvenir cette contravention au service diplomatique du Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe communiquait avec les autorités policières pour leur signaler qu'il s'agissait d'une personne ayant statut diplomatique et leur signaler que cette contravention ne serait pas payée et les autorités policières en tiraient les conclusions qu'ils devaient, faisaient sauter la contravention. Ouais, il est arrivé que certaines représentations donnent comme instruction à leurs agents diplomatiques de respecter le droit en vigueur et qui leur signalent que jamais ils ne demanderaient qu'une contravention soit ainsi levée et qu'ils seraient donc tenus de payer les dites contraventions. Alors évidemment, lorsque la France recevait le paiement de la dite contravention, il ne retournait pas le chèque en disant « Non, non, nous n'en voulons pas à raison de votre statut ». L'individu était soumis à la contravention. D'ailleurs, le seul fait que l'individu ait reçu la dite contravention montre bien que l'État accréditaire, ici en l'occurrence la France, considérait que cet agent avait violé une règle à laquelle il était soumis. L'agent diplomatique, donc aussi, ne doit pas exercer d'autres activités professionnelles ou commerciales en vue d'un gain personnel dans l'État où il a été donc envoyé en mission. Et puis voilà, je pense qu'on a compris quels sont ici les avantages et immunités qui seront accordés aux agents diplomatiques. Donc, il ne faut pas rien y voir ici de magique. Un ambassadeur qui voyage sur la planète n'est pas protégé contre le droit de tous les pays où il se présentera, du seul fait de son statut d'ambassadeur. Il n'est protégé que parce qu'il effectue un travail ici et qu'il en a besoin de cette protection. Il doit être capable de représenter son État et éventuellement de tenir des discussions un peu musclées avec l'État accréditaire sans s'inquiéter quant à sa sécurité et à celle de sa famille. Mais l'immunité qui lui est accordée n'a que pour objectif lui permettre d'effectuer son travail et cela ne découle pas de son statut particulier de super citoyen de la planète parce qu'il est donc agent diplomatique. Merci.